Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Ben Judah, journaliste, écrivain et auteur notamment de Fragile Empire et aussi analyste à l'Atlantic Council. Bonjour Ben. Merci bien. Bon, Ben, dans votre livre, notamment celui que je viens de citer, vous analysez comment Vladimir Poutine a établi et gardé le pouvoir depuis maintenant 22 ans. Est-ce que c'est ce système-là qui l'a amené à mener cette guerre, notamment en Ukraine? Vladimir Poutine rêve depuis le tout début de son règne à Moscou de rétablir une dominance russe, non seulement en Ukraine, mais partout dans l'ex-URSS. Et vraiment, depuis le début de son projet politique, il essaye d'intervenir politiquement intervenir politiquement pour réassurer sa vision que la Russie demeure une grande puissance, une superpuissance dans le monde. Pour Poutine, l'Ukraine n'est pas vraiment un État. C'est ça la phrase qu'il utilise souvent pour décrire ce pays, cette nation. Et c'est véritablement une partie de la Russie historique, une partie de la Russie géopolitique qui a été cassée de la Grande Russie par les erreurs de Gorbatchev et par la chute de l'URSS. Et vraiment, c'est essentiel dans sa vision géostratégique que l'Ukraine soit sous une domination russe. En effet, c'est très simple pour Poutine. La Russie, avec l'Ukraine, a les capacités d'être un empire, d'être une superpuissance. La Russie, sans l'Ukraine, demeure qu'un grand État. Pour Poutine, il regarde l'Ukraine comme le berceau de la culture russe. C'est très important pour lui que Kiev soit une des premières villes d'où la culture et la religion chrétienne a rayonné dans le monde des Slaves orientales. Et Poutine a toujours senti que l'Ukraine fut un de ses grands échecs, qu'il a été bouleversé par non seulement mais deux révolutions en Ukraine contre ses protégés en 2004 et en 2014. Et même dans sa propre vision de lui-même, il a eu beaucoup de succès dans sa politique à l'intérieur de la Russie, dans sa politique dans le Moyen-Orient, dans sa politique face aux dirigeants de l'Occident. Il n'a jamais, jusqu'à présent, réussi à définitivement mettre fin à ce qu'il voit comme une anomalie en Ukraine. Alors, pour Poutine, ça vient vraiment de son... vraiment profondément de son idéologie personnelle, ce qu'il a commencé en Ukraine avec cette guerre. Il voit ça comme une continuation de sa politique vraiment depuis le début. Alors justement, on vient de parler d'objectifs et de vision de Vladimir Poutine. Beaucoup a aussi été écrit et dit à propos de ses objectifs en Europe. Nous sommes maintenant à quelques jours d'une date importante, de l'élection française présidentielle. Est-ce que cette question compte pour Vladimir Poutine? On se souvient que notamment Marine Le Pen avait voyagé à Moscou pendant la dernière élection présidentielle, pendant la campagne en 2017. Quels sont les enjeux pour Poutine dans cette campagne française? Absolument, c'est très important pour Poutine, vraiment depuis le début de son règne politique à Moscou, de diviser l'Union européenne, de diviser l'alliance entre les États-Unis et l'Europe, de diviser l'OTAN. Et Poutine regarde la France comme l'État clé de l'Union européenne. Et pour lui, c'est très important qu'un leader pro-russe, qu'un leader qui veut rétablir une alliance avec la Russie soit au pouvoir à Paris. Poutine a
toujours essayé d'établir des excellentes relations avec Marine Le Pen, vraiment depuis des années. Il a cultivé cette relation depuis très longtemps. Et pour lui, la chute d'Emmanuel Macron dans les élections présidentielle en France sera vraiment une grande victoire parce qu'une Europe divisée, une Europe qui a une France qui décide d'échanger un leader respecté, un leader qui établit une certaine puissance dans les domaines internationaux pour un leader qui a très peu d'expérience et dont les chefs d'État en Europe centrale, en Europe du Nord, ont très peu de confiance à cause de ses relations historiques avec le Kremlin. Pour lui, c'est une victoire. Alors, vous avez notamment fait allusion, donc on va finir avec cette question de votre dernière partie de votre réponse. C'est la question de comment est-ce que cette élection française, vous êtes actuellement aux États-Unis, et je sais que vous voyez bien évidemment beaucoup ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce que cette élection française est vue aujourd'hui dans le monde entier et quels sont les enjeux selon les observateurs? Ici, aux États-Unis, c'est vu comme vraiment très important pour l'administration Biden que Macron gagne les élections à Paris. Euh, L'administration a peur que si Marine Le Pen triomphe, toute l'alliance contre la Russie risque petit à petit de se démorceler et que ça va être beaucoup plus dur ou même impossible d'imposer des sanctions avec l'Union européenne sur la Russie, que tout le système établi pour faire des transferts d'armement va être remis en question et que bien sûr, Marine Le Pen a fait la promesse de quitter la commande intégrée de l'OTAN. Dans cette atmosphère de crise et dans cette situation vraiment à haut risque, à haut risque, ça risque d'être très dangereux pour l'Europe. C'est ça la perception de l'administration Biden. On a une perspective assez similaire à Londres, où Boris Johnson a vraiment prioritisé dans sa politique étrangère de soutenir l'Ukraine, la Pologne et les alliances que la Grande-Bretagne a avec l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est démocratique. Et si Macron est échangé par l'électorat pour Marine Le Pen, c'est vu comme très mauvaise pour la politique étrangère du Royaume-Uni. Bien sûr, en Allemagne, la perception est que si la France rejette Emmanuel Macron, c'est aussi un rejet de l'Union européenne et ça va remettre en cause toute la stratégie de Berlin pour construire l'Europe. Des grandes questions vont se poser. Est-ce que c'est possible de continuer avec l'Union européenne dans son format actuel? C'est vu surtout à Bruxelles que si Marine Le Pen remporte les élections, formellement, ça ne va pas être une demande de quitter l'Union européenne. Formellement, ce n'est pas un Frexit comme le Brexit en 2016 au Royaume-Uni, mais avec la défiance qu'elle va établir face à la Commission, face aux règles de l'Union, ça va être petit à petit un Frexit qui n'ose pas réclamer son nom. Merci beaucoup, Banjuda, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris le temps. À très bientôt. Merci.